Bonjour à tous les amis, Ohayo gozaimasu à tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Je suis content de vous retrouver en tout cas. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait un petit peu bizarre aussi de me mettre face à la caméra, je vous avoue. Aujourd'hui, j'ai une histoire très étrange à vous raconter. C'est une histoire avec des ovnis, tout ça. Bon, de toute façon, vous l'avez vu à la miniature. Comme d'habitude, je vais pas vous dire quoi que ce soit sur l'histoire. Je vais vous laisser la découvrir au fur et à mesure que je vous la raconte. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez apprécier cette histoire autant que je l'ai appréciée. Et bah, c'est parti, hein. Installez-vous confortablement, attrapez voilà, vos petites collations, mettez-vous bien dans votre lit et c'est parti. Cette histoire commence donc en 1980 dans le petit village de Tingley en Angleterre. L'homme au cœur de notre histoire est Zygmunt Adamski, aussi connu sous le surnom de Ziggy. Originaire de Pologne, Zygmunt a fui son pays après la Seconde Guerre mondiale et il s'est installé en Angleterre où il a commencé à mener sa nouvelle vie en tant que mineur de charbon. Il est marié à une femme qui s'appelle Leocadia, mais tout le monde la connaît sous le nom de Lottie. Sa femme est malheureusement confrontée à une maladie qui l'a contraint à rester dans un fauteuil roulant. Et Zygmunt, qui est un bon mari, passe donc la majeure partie de son temps à s'occuper d'elle, à prendre soin d'elle, malgré le fait qu'il ait lui aussi des problèmes de santé. Zygmunt souffre d'une déformation pulmonaire qui rend sa respiration difficile. Ceci est notamment dû aux effets de la poussière de charbon sur ses poumons, des effets qu'il a accumulés au fur et à mesure des années. Il a été contraint d'arrêter le travail plusieurs fois. Zygmunt avait d'ailleurs fait une demande pour partir à la retraite un peu plus tôt que prévu. Il a 56 ans et malheureusement la réponse à cette demande lui sera négative, mais cette réponse arrivera plus tard. Au moment de cette histoire, il n'a pas encore obtenu cette réponse, donc ça n'a pas d'impact sur ce qu'il va suivre. Nous voici donc le 6 juin 1980. Une journée plutôt ordinaire, Zygmunt est à la maison, en train de déjeuner avec des membres de sa famille. Demain, il y a un grand événement, c'est le mariage de sa filleule. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, il parle beaucoup du mariage et certainement des préparatifs qui restent à faire. D'ailleurs, pour l'occasion, Zygmunt a préparé un discours qu'il lira demain devant tout le monde. À un moment donné, pendant qu'ils étaient en train de discuter, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié d'acheter un ingrédient essentiel, c'était des pommes de terre. Et donc, sans hésiter, Zygmunt s'est dit qu'il allait se rendre au marché local pour acheter un sac. Donc, il s'est levé, il a dit au revoir à sa famille, il a dit au revoir à Lottie, et il est sorti de la maison, c'était une belle journée d'été, le soleil brillait. En sortant, Zygmunt a dit bonjour à l'un de ses voisins, et il s'est dirigé vers le marché local. Au fur et à mesure que le temps passe, sa famille a commencé à s'inquiéter parce que Zygmunt ne rentre pas. Ils se sont demandé ce qui lui prenait autant de temps, ils ont continué d'attendre, mais toujours rien. Et donc au bout d'un moment, il y a des membres de sa famille qui se sont décidés de se rendre au marché local pour voir où est-ce qu'il est passé. Ils sont allés là-bas, ils ont parlé au vendeur qui leur a dit que Zygmunt est bienvenu lui acheter un sac de pommes de terre et puis ensuite il est parti. Alors Zygmunt, c'est un mec fiable, c'est pas le genre de gars à faire quelque chose sans prévenir, il est pas du genre à disparaître comme ça et c'est pour ça que sa femme Lottie est vraiment très inquiète. La nuit a fini par tomber et Ziggy n'est toujours pas rentré. Et donc, au bout d'un moment, sa famille s'est décidée à appeler la police. Le lendemain arrive le grand jour, le jour du mariage, et Zygmunt n'est toujours pas là. La police continue de mener son enquête, mais rien. Les jours passent, la police continue ses recherches, mais rien à faire, ils n'ont trouvé aucune trace de lui. 5 jours après la disparition de Zygmunt. Le 11 juin 1980, en retournant à son travail vers 16h, un homme du nom de Trevor Parker a aperçu quelque chose au sommet d'un tas de charbon d'environ 4 mètres de haut. Trevor travaille en fait dans le dépôt de charbon de son père, c'est un endroit où on stocke le charbon. Il n'a pas directement su voir ce que c'était, donc il s'est approché un petit peu, et en s'approchant, il a vu qu'il s'agissait en fait d'un corps.
Et le truc, c'est que plus tôt dans la journée, vers 11 h, Trevor était au travail et dans la cour, eh bien il n'y avait pas ce corps. Ce qui veut dire qu'il a été déposé pendant sa pause entre 11 h et 16 h. Trevor a appelé la police, le policier Alan Godfrey et son collègue sont arrivés sur place, ils sont allés voir le corps, donc ils sont montés en haut de ce tas de charbon de 4 mètres de haut, et en arrivant, déjà, ils ont assisté à une scène perturbante. Le regard de l'homme décédé est rempli de terreur. Ses yeux sont grands ouverts. Alan Godfrey, donc le policier, a déclaré qu'il n'oubliera jamais l'expression sur le visage de cet homme. Je cite, « Ses yeux fixaient le ciel. Je le regardais alors que j'étais à seulement quelques centimètres de lui. Ses yeux m'ont fait frissonner. Ils étaient grands ouverts. Il avait l'air de quelqu'un qui avait vu quelque chose ou quelqu'un qui l'a effrayé à mort. » Et comme vous vous en doutez, il s'agit bien de Zygmunt Adamski. Son corps a été retrouvé à une trentaine de kilomètres de chez lui, dans la ville de Todmorden. Selon sa famille, Zygmunt n'avait aucune raison de se rendre dans cette ville, parce que il ne connaît personne. Zygmunt était un gars qui menait sa vie tranquillement. À leur connaissance, il n'avait pas d'ennemis ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que son corps a été retrouvé dans des circonstances vraiment étrange. Zygmunt porte bien le costume qu'il portait le jour où il a disparu, mais il ne porte plus sa chemise et tous ses vêtements sont mal ajustés, tous ses vêtements sont en désordre. Par exemple, sa veste est mal boutonnée, son pantalon n'est pas complètement fermé, ses lacets ne sont pas noués. C'était comme si quelqu'un avait essayé de le rhabiller rapidement et cette personne n'est visiblement pas douée. On dirait qu'elle ne savait pas comment faire. La montre ainsi que le portefeuille de Zygmunt ont disparu, donc ça laisse penser que quelqu'un s'en est pris à lui. Après tout, comment ça se fait qu'il se trouve à 30 km de chez lui? Est-ce qu'il a marché 30 km. Autre élément important que la police a remarqué, c'est que ses vêtements et son corps ne comportent aucune trace de charbon ou de poussière. Zygmunt n'a pas pu monter par lui-même parce que déjà, ça aurait été difficile pour lui étant donné ses problèmes respiratoires, mais surtout parce que ce jour-là, il a plu et tout le terrain était humide. Donc s'il était monté en haut de ce tas de charbon, eh bien il aurait eu plein de poussière de charbon sur lui. Donc pour le moment, la théorie la plus probable, c'est que quelqu'un s'en est pris à lui lorsqu'il était sur la route du retour après avoir acheté son sac de patates. Mais il y a d'autres éléments très étranges qui ont été trouvés sur son corps. Lorsqu'ils ont examiné son corps, ils ont trouvé des marques de brûlure au niveau de sa nuque, au niveau de l'arrière de sa tête et au niveau de ses épaules. Ces marques étaient étrangement toutes de la même taille et dessus, sur ces marques de brûlure, il y avait comme un gel jaune bizarre, une sorte de pommade, mais qui était inconnue aux yeux des médecins. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont même fait des analyses pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est que cette substance, mais encore aujourd'hui, à ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'était cette substance jaune. Le coroner en charge de cette affaire était James Turnbull. Il a qualifié cette affaire comme la plus étrange de sa carrière. D'après les analyses, il a été déterminé que Zygmunt est mort le jour où il a été retrouvé. Et bien qu'il ait disparu pendant 5 jours, Zygmunt n'avait qu'un seul jour de barbe. James Turnbull, donc le coroner de cette affaire, n'a pas su apporter de réponse sur où était Zygmunt pendant ces 5 jours. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Après plusieurs analyses, ils ont aussi remarqué que les cheveux de Zygmunt ont été coupés, mais à l'arrache. L'affaire a finalement été classée. D'après les analyses, il a été déterminé que Zygmunt est décédé d'une crise cardiaque, ce qui expliquerait ce regard de terreur sur son visage. Mais beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui a provoqué cette crise cardiaque? Comment ça se fait que cet homme soit retrouvé à 30 km de chez lui, sur un tas de charbon de 4 mètres de haut? Où est-ce qu'il était pendant ces 5 jours? Il y a énormément de questions qui se posent. Alors il a été évoqué qu'au moment de cette histoire, il y avait quelques tensions dans la famille, mais la police a déclaré qu'il n'avait aucune raison de soupçonner la famille dans cette affaire. Il y a donc de nombreuses théories qui ont été émises. Certains pensent qu'il a été tué par le KGB, parce que il a quand même participé à la Seconde Guerre mondiale. D'autres pensent que Zygmunt a fait une mauvaise rencontre sur le chemin du retour à sa maison. Mais le truc, c'est que s'il avait été tué par quelqu'un, déjà,
comment cette personne l'a tué, vu que Zygmunt, au final, il a fait une crise cardiaque. Déjà, c'est un peu étrange. Mais imaginons, voilà, il a été tué par quelqu'un. Pourquoi déposer son corps sur un tas de charbon de 4 mètres de haut? Ça n'a pas de sens. Après, pourquoi pas, hein, mais ça me semble compliqué. D'autant plus que ce dépôt de charbon n'est pas un endroit isolé, hein. Juste à côté, il y a un chemin de fer avec des trains qui circulent. Voilà, il y a beaucoup de chances de se faire prendre en flagrant délit. Et également, ce dépôt de charbon est un lieu de travail, donc c'est très étrange. Aussi, la question que je me pose, c'est comment cette personne a fait pour déposer Zygmunt en haut de ce tas de charbon. Est-ce que cette personne a traîné son cadavre? S'il avait traîné son cadavre, eh bien on aurait retrouvé des traces de charbon sur sa peau, sur ses vêtements, à moins que la personne ait porté Zygmunt jusqu'en haut. Mais pourquoi se faire chier à porter un cadavre? Et surtout, comment expliquer cette substance jaune toujours inconnue aux yeux des médecins? L'une des explications les plus répandues de cette affaire est sans doute l'idée de l'intervention extraterrestre. Même si cette supposition peut paraître un peu folle, elle permettrait d'éclairer certains détails. Par exemple, la présence du corps de Zygmunt sur un tas de charbon de 4 mètres de haut. Le corps aurait été déposé depuis les airs, expliquant ainsi pourquoi Zygmunt n'a aucune trace de charbon sur lui. Et expliquant aussi pourquoi les policiers n'ont trouvé aucune trace de lui pendant ces 5 jours. Zygmunt aurait donc été kidnappé, il aurait subi des expériences par ses êtres, ce qui expliquerait les mystérieuses marques de brûlure sur son corps, ainsi que cette substance jaunâtre, encore inconnue aux yeux des médecins. Après avoir réalisé ces expériences sur lui, les extraterrestres l'auraient soigné. L'une des théories est que Zygmunt se serait peut-être réveillé, il aurait vu ces êtres autour de lui, et sous le choc, il a fait une crise cardiaque. L'idée d'une intervention extraterrestre a d'ailleurs été renforcée par le policier Alan Godfrey. Vous savez, le policier qui a été appelé pour la première fois sur les lieux lorsque le corps a été retrouvé, parce qu'il se trouve que 6 mois après cette histoire, Alan Godfrey aurait vu quelque chose d'inexplicable à proximité de la zone où Zygmunt a été retrouvé. C'était le 28 novembre 1980. Cette nuit-là, Alan était de service dans la région de Tonmorden et il a reçu un appel indiquant qu'un troupeau de vaches s'était échappé. Et ça peut être dangereux pour les automobilistes et donc il avait pour mission de le retrouver. Alan s'est donc mis en route pour retrouver ce troupeau de vaches et alors qu'il conduisait, à un moment donné, il a aperçu quelque chose de brillant sur la route. En s'approchant pour voir ce que c'était, il a vu ce qu'il décrit un objet en forme de diamant qui tournait et flottait à environ 2 mètres du sol. L'objet en question semblait mesurer 4 mètres de haut pour 6 mètres de large. Lorsqu'Alan a vu ce truc, il a immédiatement attrapé sa radio pour appeler de l'aide, mais sa radio ne répondait pas. À ce stade, Alan s'était arrêté, il se contentait de regarder cet objet. Il a ensuite attrapé son bloc-notes et son stylo pour essayer de le dessiner, mais d'un coup, en un instant, Alan s'est retrouvé plus loin sur la route, en train de conduire normalement. Lorsqu'Alan a regardé l'heure, il a vu qu'il était environ 25 minutes plus tard. Et il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 25 minutes. Il a ensuite remarqué que sa botte était déchirée et il avait une marque rouge sur le pied qui lui démangeait. Alan est ensuite retourné sur les lieux, mais l'objet a disparu. Plus tard, Alan a fait une session d'hypnose pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et il a alors raconté avoir été frappé par une lumière éblouissante qui l'a fait s'évanouir. Lorsqu'il s'est réveillé, il était dans une pièce étrange avec des petits êtres et une créature qui ressemblait apparemment à un humain. Son histoire a fait la une des journaux, elle a été très répandue et après ça, Alan a senti qu'on l'a forcé à prendre sa retraite. Apparemment, sa vie est devenue un calvaire. Il a dit qu'il aurait préféré ne pas avoir vu cet objet et il pense que le gouvernement l'a réduit au silence. Voilà, donc on ne sait pas si tout ça est vrai, si ça s'est véritablement passé. Même Alan n'est pas sûr que ce soit vrai. Il est sûr d'avoir vu un objet en forme de diamant, mais concernant la partie où il a été ébloui par une lumière et il s'est retrouvé dans une pièce avec des aliens, ça, il n'a pas exclu l'hypothèse que c'était peut-être un rêve, vu qu'il ne s'en souvient pas. Après tout, c'est un truc qui est sorti de sa séance d'hypnose. Donc, Alan a d'ailleurs écrit un livre qui regroupe toutes ces spéculations sur ce qu'il a peut-être vécu. Voilà, donc au final on ne sait pas si ce qu'il a vécu s'est véritablement passé, on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, si ça l'est, c'est tout simplement
terrifiant. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas. Dites-moi surtout ce que vous pensez de toute cette histoire. N'hésitez pas à m'écrire vos théories, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Et voilà, si ça vous a plu, lâchez un petit like. Et moi sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.